le programme là, de la table ronde. Donc, on a JC Robin, Pierre Rebourg qui vont nous faire la présentation de la figue en France et dans le département du Gard. Wow. Là, qui commence? On démarre, mais je vais commencer puisque moi je vais être plus général, JC va être plus local. Donc, la figue en France. Alors, j'ai entendu hier, je suis un peu dubitatif là, parce que j'ai entendu hier la présentation des deux journées sur France Inter, hier aux infos de 13h sur France Inter. Et il y a eu un reportage qui a annoncé 7000 tonnes, 7200 tonnes de figues en France. Moi, ce n'est pas les chiffres que j'ai. Les chiffres que j'ai, c'est plutôt la moitié, 3600 tonnes de production de figues, oui. 3600 tonnes, c'était les statistiques de la série avant le recensement général de l'agriculture. Oui. À partir du moment où le recensement général de l'agriculture a donné les résultats, on s'est aperçu, à tort ou à raison, que les surfaces et les productions avaient été sous-estimées. Et maintenant, le chiffre officiel, c'est bien 7200 tonnes. Ah bon, mais je ne l'ai pas eu, excusez-moi. Alors, on aurait dû te laisser faire la présentation. Donc 7200 tonnes, donc c'était largement sous-estimé. Alors sur ces 7200 tonnes de figues produites en France, il y en a une moitié à peu près qui est produite sur la région de Solliès-Pont. Et puis arrive derrière la zone de Perpignan. PACA représente donc à peu près les 2/3 de cette production, si mes chiffres sont exacts, avec une moitié sur Solliès-Pont, qui est la seule région où il y a une AOC sur la figue. On va attendre qu'il s'installe parce qu'il y a trop de bruit de chaises. Des chaises musicales. Que tout le monde soit assis. Qui c'est qui fait du bruit? C'est toi là. C'est bon, tout le monde est assis? Voilà, on peut reprendre, oui. Donc, je repars à zéro. Donc, production en France, 7200 tonnes, donc, à quelque chose près. Si on compare ça à la production mondiale, qui est de plus d'1 million de tonnes, on peut dire que c'est quand même assez insignifiant. Avec la Turquie, enfin, sur la production mondiale, la Turquie qui est le plus gros producteur, qui représente un gros tiers de cette production, hein, donc plus de 300 000 tonnes pour la Turquie. L'Égypte et l'Algérie arrivent derrière, 120 000, troisième, je crois, avec 120 000, et l'Égypte est un tout petit peu au-dessus, mais c'est à peu près la même quantité. L'Europe représente à quelque chose près 25% de cette production mondiale. L'Espagne qui est de loin le premier producteur en Europe. L'Italie et la Grèce arrivent derrière, largement derrière l'Espagne, et la France arrive en troisième position en Europe. Avec donc la plus grosse région de production qui est sur Solliès-Pont, Perpignan, Pyrénées-Orientales étant la deuxième zone de production. Le marché de la consommation en France est à peu près de tonnes en frais, ce qui veut dire que ça laisse quand même une jolie marge pour que des producteurs puissent s'installer et se mettre à produire de quelque chose près, c'est 12 000 tonnes. En frais. Avec des importations, l'Italie est notre premier importateur, l'Espagne est le second, mais c'est à quelque chose près, c'est la même. Et la Turquie arrive quand même loin derrière, bien que ce soit le premier producteur mondial. Et je pense que c'est lié à la qualité du produit, hein, puisque les Turcs livrent en France en camion.
un camion frigo dont nous livre des figues qui sont ramassées à un stade très en deçà du stade de maturité où la figue est comestible. Quand on voit les figues que nous ont amenées là, nos amis espagnols, c'est des figues qui sont récoltées à un bon stade de maturité, un stade de maturité où c'est un bon produit, contrairement à la figue turque qui est ramassée trop verte pour évoluer. Là, on sait très bien que la figue évolue très mal en frigo. C'est pas qu'elle évolue très mal en frigo. On peut la tenir en frigo. L'idéal, c'est une température de 6 à 8 degrés. On sait qu'on peut la conserver plus longtemps à température plus basse, mais qu'elle évolue mal à la sortie. Mais on sait aussi que quand elle est ramassée trop loin de son stade de maturité optimale, elle n'évolue plus en frigo, elle ne prend plus de sucre. Il y a un mot scientifique, c'est pas un fruit Climactérique, c'est un fruit climactérique. comme la banane, la tomate. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. la figue, non. Alors, cette production en France, elle est très majoritairement sur une seule variété, la bourge à saute noire, donc qui est plus connue sous le nom de violette de Soliès, qui représente plus des 2 tiers de la production. Les variétés qui arrivent après, derrière, c'est un petit peu la dauphine, donc la boule d'or, qui est appelée boule d'or aussi à Solespont, qui est quand même un petit peu cultivée pour sa grosse production de figues-fleurs. C'est une des seules variétés qui produit autant de figues-fleurs que de figues d'automne. Et puis après, plus secondairement, la colle de dame, un petit peu de colle de dame, la pastillière, noir de Caron, un petit peu noir de Barbantane. Mais on est quand même pour l'instant sur une majorité de fruits noirs, puisque le marché, en tout cas le marché intérieur en France, demande un fruit noir de bonne tenue avec un calibre 50-70 grammes. Ça, c'est le. Voilà. Pour le gros et le demi-gros, tu parles. Pour le gros et le demi-gros, oui. Pour le marché gros et demi-gros. Sur les marchés bio ou sur les marchés le marché de proximité, les petits marchés, là, c'est différent. On recherche plus le goût, donc on peut aller vers d'autres variétés et des fruits, en particulier des variétés blanches. Mais sur le marché de gros et demi-gros, la fruit blanche a encore du mal à passer sur les marchés non bio. À part la dauphine, peut-être. La dauphine, mais beaucoup, moi, de producteurs me disent on a du mal souvent à vendre la dauphine, de par le fait aussi qu'elle arrive au mois de juillet, donc à une période où il y a beaucoup d'autres fruits et qu'elle est concurrencée par d'autres fruits. Alors que la figue de septembre, la figue d'automne, elle arrive à un moment où il y a quand même beaucoup moins de fruits sur le marché. Donc le consommateur est plus preneur de figues à ce moment-là. Voilà un petit peu pour le marché français. Après, s'il y a des questions, je réponds aux questions. Mais si c'est, je te laisse parler un petit peu de la figue dans le Gard. Alors, Bernard, pardon, excuse-moi. Pierre vient de nous dire que la production française était toute petite par rapport à la production mondiale. Eh bien, je vous annonce que la production gardoise est encore plus petite, puisqu'on a l'avenir devant nous. Et en fait, par contre, on a des atouts qui sont vraiment très forts, notamment un rattachement à l'histoire qui est très marqué. Alors certes, il y a eu un déclin, c'est-à-dire que cette tradition historique de figues autour de Vézénobre s'est estompée dans le temps, mais je voudrais remercier Alès Aglo, grâce à eux, on est en train d'essayer de recréer une filière figue en production aussi bien de figues fraîches que de figues sèches. On rassemble une trentaine de figuiculteurs avec des tailles relativement différentes, c'est-à-dire que ça peut aller de 5, 10, 15, 20, 30 hectares jusqu'à parfois un demi-hectare. Et par contre, une carte à jouer et 2 particularités. C'est que Pierre vous a dit que la figue fraîche en France, c'est essentiellement la bourge à saute. Si on rajoute à ça les importations turques sur la figue sèche, ben là, c'est essentiellement Sarilope. Du coup, c'est pratiquement pour ces 2 marchés du monovariétal. C'est-à-dire qu'il y a une variété qui prend très largement le dessus sur toutes les autres. Alors qu'à Vézénobre, on a une tradition qui est très ancienne de pluralité des variétés, c'est-à-dire qu'on a énormément de variétés endémiques avec des saveurs, avec des textures, avec des couleurs qui sont extrêmement différentes. Et on a une carte à jouer sur cette diversité-là. C'est pour ça qu'on parle
peu à Vezenob de la figue, mais qu'on préfère parler des figues. On a une éducation à faire vis-à-vis du grand public, pour faire découvrir toutes les saveurs, mais il n'empêche que c'est vraiment une des plus, je dirais que plus que le quantitatif de Vezenob, ce qui nous importe, c'est de jouer le qualitatif et la variété des saveurs, des textures et des goûts. Avec donc cette orientation historique qui est très marquée autour de la figue sèche. On en a parlé ce matin aussi avec la problématique de l'accès à l'eau et de l'irrigation. C'est un domaine qui nous intéresse beaucoup et auquel on est très sensible. Et on est en train, financé par Alasagro, de concevoir un prototype qui soit vraiment adapté à la figue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel des séchoirs, y compris les tunnels, sont faits principalement pour des aliments ou pour des fruits, soit qui sont tranchés, soit qui ont une très forte densité. Exemple, la prune ou l'abricot. Vous imaginez bien qu'au milieu de la prune et de l'abricot, il y a un noyau qui a une densité très forte et que donc il y a des conditions de séchage qui sont différentes. La figue, c'est l'inverse. Au milieu de la figue, il y a très peu de densité, il y a parfois même un petit peu de gaz carbonique. Donc, il nous fallait un prototype qui permette de tenir compte de ces particularités et d'arriver à un fruit qui soit séché avec des qualités gustatives optimales. Encore une fois, la démarche autour du site remarquable du goût des figues de Vezenob, c'est vraiment une qualité gustative importante et une variété. Et donc, on a travaillé en collaboration avec l'IMT, avec l'école des mines d'Alès. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que depuis hier, l'ensemble du matériel pour la construction de ce séchoir est réuni et que la construction a commencé. Voilà. Et que donc on devrait être en mesure de proposer un séchoir qui ne sera pas un séchoir solaire, mais qui sera un séchoir extrêmement économique en énergie, puisqu'il fonctionnera en circuit fermé, avec un système qui permet de condenser l'humidité et donc très peu énergivore, avec des volumes qui sont relativement restreints, même si ça reste un petit peu conséquent, hein, puisque c'est une charge utile de 50 à 60 kg par enceinte, ce qui permet à la fois de s'adapter aux besoins de chacun des figuiculteurs, voire même de multiplier les structures pour ceux qui ont des besoins de séchage plus importants. Voilà où nous en sommes. J'ai peut-être oublié plein de choses. Je suis désolé, je ne suis pas trop habitué à faire des présentations comme ça. Mais je répondrai de la même façon que Pierre aux éventuelles questions. Donc, on a mis un label en place autour des cycles remarquables du goût, avec un logo, avec une déclinaison sur les conditionnements, que ce soit barquette, que ce soit plateau, pour s'adapter à tous les circuits de commercialisation, puisque certains d'entre nous font exclusivement de la vente directe, d'autres font de la vente en gros et en demi-gros. Donc, on essaye de faire des outils d'identification à tous les figuiculteurs, outils d'identification qui sont en cohérence parfaite avec la maison de la figue. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça diffuse, je dirais, autour de la maison de la figue, qui est un peu le point de catalysation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, enfin, le point central avec le verger conservatoire de toute cette démarche. Le point névralgique. Le cœur, merci. Sur la valorisation des produits, du coup, le séchoir, c'est parce qu'on ne produit pas tellement de figues sèches ou... Alors, bon, il y a deux choses. Hein. C'est qu'on est envahi par les importations, mais il faut savoir que le dernier chiffre que j'avais, vous savez quelle est la consommation française de figues sèches? 10% de la consommation mondiale. Oui. C'est 8 tonnes. Hein? Oui, c'est beaucoup. Ah, C'est énorme. 45 000 tonnes par an C'est énorme. de figues sèches. Quand tu penses qu'il te faut 5 kilos de figues sèches pour 1 kilo. C'est des chiffres officiels. On est des... Alors attention, il n'y a pas que la consommation grand public là-dedans. Hein. Oui, Il y a la consommation totale, y compris l'industrie. 10% de la production mondiale. La transfo. Ah oui. Donc c'est absolument colossal.
Sachant qu'on est confronté en France je dirais pas une difficulté, mais à une contrainte, c'est que pour réussir à sécher dans des conditions qui soient financièrement acceptables, il faut qu'on arrive à réduire considérablement l'ensemble des coûts, que ce soit les coûts de récolte ou les coûts de conditionnement de séchage. Alors, c'est vrai que bon, c'est aussi mon métier, donc j'ai une approche un peu particulière qui est fatalement partisane. J'ai fait le choix de verger piéton. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en verger piéton, on réduit considérablement les coûts de récolte. On va beaucoup plus vite, il n'y a pas d'échelle, il y a moins de contributions aux accidents du travail, il y a une plus grande sécurité des salariés, enfin, etc., etc. Et en termes de recherche d'économie, pour ce qui est justement de l'acte de séchage, il faut savoir que le prototype sur lequel on est en train de travailler est entièrement automatisé. C'est-à-dire qu'il y a un calcul, on a 3 ou 4 programmes de base en fonction du calibre et de la nature des figues. On appuie sur un bouton une fois qu'on a rempli le séchoir et on s'en occupe plus. C'est-à-dire que c'est le séchoir qui fait tout le boulot. Alors comment c'est possible? En fait, c'est possible grâce aux collaborations qu'on a et aux partenariats qu'on a mis en place, parce que ça faisait partie du cahier des charges de base. Hein. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un système de mesure de contrôle de l'hydrométrie, de la température et de la perte de poids du produit. En fonction des caractéristiques des figues qu'on rentre, on sait qu'on doit perdre tant de poids. Et voilà. Donc à la fin du cycle, c'est bip, éventuellement c'est bip transmis sur smartphone. Et donc du coup, on a une libération du temps qui est assez considérable. Voilà. Et comme c'est très peu énergie dehors, on arrive à avoir un coût énergétique qui est aussi très très faible. Reste l'amortissement du matériel, évidemment. Ça restera un débat une fois qu'on aura finalisé le prototype. Le dernier point, c'est le ratio entre la valorisation de la figue fraîche en France en moyenne, marché du frais, et la valorisation de cette même matière après séchage, donc après perte de poids. Fatalement, si vous avez un prix moyen de vente je dis n'importe quoi, mais de 6 € le kilo en figue fraîche, si vous lui faites perdre 70% de son poids, vous voyez ce que ça peut donner. Bon. Donc, c'est un problème. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais se battre, en tout cas à notre avis, sur le même plan de fer que les importations bas de gamme. Par contre, il faut savoir que c'est là où je reviens sur la variété des figues. Quand vous avez goûté une sarilope séchée et puis que vous goûtez une blanquette séchée, que vous goûtez même de la noire de Barbentane, puisqu'on fait sécher de la noire de Barbentane, ben c'est vraiment bon. La colle de dinde, on arrive même à la faire sécher et c'est très bon. Et c'est très différent. La boule d'or, on ne la fait pas sécher, la boule d'or. La boule d'or, ça va être dauphine. C'est toi, ouais. La goutte d'or, donc la figue de Marseille. Parce que les figuiers, ils ont 50 000 noms en France, alors c'est super compliqué. Voilà. Et il y a des petites variétés qui sèchent naturellement sur les arbres et qu'on peut passer en séchoir très très vite. Avec un inconvénient, c'est que ça devient des petits bonbons. Ça pèse 3 grammes, 3 fois rien. Et donc, là, par contre, les coûts de main-d'œuvre sont un petit peu importants. Mais pour les premiers tests que l'on a pu faire, donc je rejoins l'aspect marketing, en plus du marquage et de l'identification site remarquable du goût des figues de Vézénobre. Pour les premiers tests que l'on a pu faire, à partir du moment où il y a dégustation, il n'y a plus aucun problème de prix. Je parle au niveau du grand public. Hein. Ça reste une petite niche. Hein. Et ça reste, oui, ça reste une petite niche. Il y a un marché pour la figue sèche de qualité. Moi, j'en fais sécher un petit peu chaque année, un tout petit peu, parce qu'on a une toute petite production. Moi, je travaille en exclusivité sur mes ventes de fruits avec une société à Rungis qui travaille qu'avec la grande gastronomie sur Paris. Moi, je vends mes figues sèches 30 € le kilo au grossiste. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, bon, c'est une toute petite niche. Mais bon, pour vous dire que ça pose, le prix ne pose aucun problème. Après, mes figues, elles vont dans les 3 étoiles parisiens. Quoi. Mais bon, ils mettent ça comme une milliardise sur un café qui vous coûte 15 ou 20 €. C'est pas un problème pour eux. Les premiers tests que l'on a fait là pour l'instant, donc ils portent sur des petits volumes, hein, ça porte sur 200-250 kilos. Il n'empêche que les prix de vente publique autour de 35 € le kilo ne semblent pas poser de problème une fois qu'ils ont goûté.
Ah, d'accord. Sachant qu'évidemment, ce n'est pas du vrac. Hein. Ce n'est pas vendu en vrac, ce n'est pas vendu Oui, au c'est des kilo. petits conditionnements. C'est du conditionnement de 200 grammes ou de 250 grammes. Et par contre, avec une. Alors là, j'ai été très étonné avec une. Je pensais que ce serait des achats très ponctuels et un peu pour se faire plaisir. Eh ben non. Eh ben non. Il y a une régularité d'achat sur ce genre de produit. C'est-à-dire que, alors, évidemment pas pour tout le monde, évidemment c'est pas accessible non plus forcément pour tout le monde, mais pour des amateurs de fixage qui ont envie de choses gustativement intéressantes et différentes, il y a une niche, Il y a une clientèle. il y a une clientèle, et quand on sait que la production de fixage française est très très proche de zéro, hein, on va dire quoi? Allez, 3, 4, 5 tonnes. Oh, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Oh, je suis même pas sûr. Ça veut dire qu'on a, à l'échelle d'un bassin de production comme le nôtre, avec les atouts qui sont les nôtres, aussi bien sur le plan historique que sur le plan de la grande variété de variétés, justement, de la pluralité de variétés, on a très probablement une carte à jouer sur ce plan-là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de stratégie d'extension de production de figuier, pas seulement en tant que producteur, mais vraiment à l'échelle nationale, pour augmenter la production, puisque la consommation est aussi importante? Je ne suis pas au courant d'un éventuel plan de développement national, en tout cas. Ça, c'est clair. Non, il n'y a pas de plan au niveau national. Après, sur la figue sèche, moi, je pense que ça peut être rentable pour des petits producteurs sur des marchés de niche, mais que si on essaie de faire de la production en quantité pour se retrouver face à de la figue turque ou marocaine, on ne sera jamais compétitif. C'est pas la peine, c'est sûr. Mais la production locale, elle a sa place pour le consommateur. C'est recherché quand même. D'où le dimensionnement du prototype que l'on a choisi, c'est-à-dire qu'avec 50 ou 60 kg de charge, on sait qu'avec un module sur une saison, un figuiculteur peut faire 1 tonne à 1,5 tonne de figue sèche. Voilà, ça peut paraître peu, mais à l'échelle d'une production, je dirais, à taille humaine, compte tenu du fait que c'est valorisé dans des conditions satisfaisantes et compte tenu du fait aussi que la durée de vie, le cycle de vie du produit est beaucoup plus long que celui d'une figue sèche, ça permet d'avoir une durée de commercialisation qui est plus longue, donc c'est un aspect complémentaire qui n'est pas forcément inintéressant. Et vous êtes investi dans tout ce qui est labellisation pour garder cette typicité des variétés. Alors c'est pour ça qu'on est site remarquable du goût des figues de Vézénobre, avec une démarche qui reste à compléter, notamment qui n'a pas été faite pour l'instant volontairement pour laisser les choses un petit peu ouvertes. Encore une fois, c'est une filière naissante, hein. Mais il y a un chantier qui reste à faire, c'est fixer définitivement, si tant est qu'on puisse le faire en figuier, la liste des variétés qui peuvent prétendre à ce. Oui, alors là-dessus, moi je rebondis là-dessus parce que je suis à l'origine du verger, puisque Oui. bon, il a quand même 25 ans en plus, le verger. Oui. Et je me souviens qu'au départ, quand on avait discuté de cette mise en place du verger, l'idée c'était d'avoir une collection, une grande diversité de variétés, mais on avait accentué sur les variétés qui potentiellement pourraient sécher. Et si j'ai bonne mémoire, dans le verger, il y a 2 pieds ou 3 plants par variété, mais il y a quelques variétés où il y a une dizaine ou une vingtaine de SSL dont on imaginait qu'elles pourraient sécher plus facilement. Oui. Et c'était destiné à faire des essais justement dans ce sens-là. Marseillaise, à la crise de la Saint-Jean. Et le verger, il a été planté en 2000. Ouais, sur la grise, on a un problème de mouche. Mais... On était jeunes. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à un moment, on disait que la figue sèche de France, elle ne pouvait avoir qu'une transformation pour se vendre, parce qu'elle aurait un prix qui est très élevé. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, non, ça peut se vendre en tant que tel sans être transformé, avec de la charcuterie ou avec du fromage, mais en tant que produit vraiment figue sèche pour se vendre sur le marché de niche. Et ça, c'est vrai qu'on le voit sur plusieurs produits du secteur, notamment des récits remarquables du goût. Il y a plusieurs produits qui se vendent comme ça, relativement chers, mais parce qu'il y a la qualité et qu'il y a la demande de l'autre côté. Mais sur un marché national. Le site remarquable du goût, comme je le disais ce matin,
c'est l'authenticité et la qualité du produit qui est reconnue. En termes de coût estimatif du séchoir, est-ce qu'on a une idée déjà? Oui, non. C'est un prototype. Alors, oui, non. Oui, non. Pourquoi j'ai répondu comme ça? C'est parce qu'en fait, on sait en théorie. Alors, il y a une différence d'évaluation entre l'école des mines, entre l'évaluation qu'a fait l'école des mines d'Alès et l'évaluation qui a été faite pour le prototype. Pourquoi? Parce que c'est un prototype et que comme tout prototype, il y a des inconnus, il y a des choses qui sont à peaufiner. Donc, le prototype coûte fatalement plus cher que ce qui pourrait être le cas pour un séchoir qui serait produit en série. Sachant que j'ai discuté hier à la livraison des pièces avec le fournisseur de la structure la plus importante, de la principale pièce. Ils sont tout à fait compétents et très intéressés pour envisager une fabrication qui soit une fabrication de mini-série, sous certaines conditions, hein, parce que le principe ne leur appartient pas. Le principe, il appartient à l'ESAGLO. Voilà. Et à la maison de la figue, mais ils sont prêts à le faire et dans des conditions financières qui sont largement plus faibles que celles du prototype. Donc c'est encore trop tôt, mais on sait qu'il ne sera pas cher. Et en tout cas, on sait qu'a priori, pour préciser le pas cher, il sera probablement autour de 30 à 40, voire peut-être même 50% moins cher que les séchoirs équivalents qui existent sur le marché. Non, mais une fourchette. Ouais, c'est vachement risqué. Non, mais à titre Indicatif. On devrait être autour de 10 000, entre 10 000 TTC, là je parle en TTC, hein. On devrait être autour de 10 à 10 000 TTC, peut-être un peu moins cher que ça même. Ce qui fait que sur cette capacité-là, on arrive à... Oui, si on y arrive, c'est bien. Oui, oui, c'est pour ça que je suis prudent sur les chiffres. Parce que, encore une fois, le prototype, il est en début de construction. On n'est peut-être pas encore à l'abri de certaines surprises, donc il faut rester extrêmement prudent sur le sujet. pour revenir l'année prochaine. Voilà. Surtout que l'année prochaine, on aura... Pardon? Est-ce que ça intéresserait d'autres pays? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils ont leur propre système de séchage? Ça peut intéresser d'autres pays. Il faut faire une petite nuance entre les pays qui font partie de l'UE et les pays qui ne font pas partie de l'UE. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une réglementation sanitaire dans l'UE qui est probablement plus sévère que dans d'autres pays. En substance, dans l'UE, on est extrêmement sensible à ce qu'on appelle les protéines cachées et toutes les pratiques de séchage au soleil sont extrêmement compliquées dans l'UE. Parce que derrière, il faut sécuriser, derrière, il faut thermiser, derrière, il faut y aller au sulfamide. Enfin bon, bref, il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu plus compliquées que dans d'autres pays. Il n'empêche que si vraiment on arrive à ça, si on peut effectivement vérifier qu'il est très peu énergivore, ça veut dire que, comme c'est de l'énergie électrique, ça peut aussi être fourni par du solaire, et un solaire indirect. Donc oui, je pense que ça peut vraiment se décliner.